Simplement comprendre cette chose-là. De la même manière qu'il faut comprendre que l'Union européenne n'est pas réformable. Elle n'a aucune vocation à être réformée, puisqu'elle fait ce pourquoi elle est faite. Elle n'est pas, encore une fois, dans la dérive. Elle n'est pas, encore une fois, dans quelque chose qui n'est pas prévu dans ses statuts, ni même dans son fonctionnement. Alors, évidemment, on pourra dire, regardez, l'Union européenne est dirigée par des escrocs, il faudrait que ça change. Et oui, évidemment, on a le premier exemple, bien entendu, du président de la Commission qui, bon, si je suis poursuivi en justice, je saurais que ça vient de là, est quand même quelqu'un qui a été président du Luxembourg, c'est-à-dire d'un paradis fiscal qui a scié la base fiscale, bien au courant de ça, qui a scié la base fiscale de tous ces pays voisins en mettant en place des accords spécifiques pour les entreprises transnationales et secrets pour les entreprises transnationales qui avaient un siège sur place. Donc on se dit, ce type-là est un escroc, il faudrait s'en séparer, de la même manière que Barroso, etc. On a les noms. Hein, bon. Mais ça, évidemment, bien sûr, mais c'est absolument pas suffisant, puisque là, encore une fois, ce qu'ils conduisent, c'est bien la réalité de ce qui est prévu. Regardons ensemble en quoi l'Union européenne n'est pas réformable. Sans remonter à l'Antiquité, 2005, non pas un peuple, mais 3 ont dit non au traité constitutionnel européen. Je le rappelle, la France, les Pays-Bas, l'Irlande. Résultat, vous pouvez aller le vérifier vous-même puisque c'est vérifiable, c'est complètement officiel. Les articles du traité de fonctionnement de l'Union, pour beaucoup d'entre eux, sur les sites officiels, hein, sont doublés par le chiffre du traité constitutionnel européen qui a été rejeté. Pour le dire autrement, le traité constitutionnel européen, finalement, après avoir été rejeté, a été mis totalement en place. Crise financière de 2008, problème tout à fait sérieux qui dépasse très largement la question de l'Union européenne. Réponse de l'Union européenne, pas de taxation des mouvements financiers, et ce que porte aujourd'hui, ce qui est dans les tuyaux aujourd'hui de l'Union européenne concernant les réponses à cette crise financière, c'est la mise en place d'un marché bancaire unifié. Voilà, c'est ce qui est mis en place, c'est-à-dire le programme de diminuer encore plus les règles bancaires pour les rendre encore plus laxistes que ce qu'elles sont, alors que déjà les règles bancaires européennes sont plus laxistes même que celles des États-Unis. Donc on ne peut quand même pas soupçonner d'être un pays communiste quand même. Bon. Quelle est la réponse à la crise politique actuelle, c'est-à-dire aux critiques de l'Union européenne actuelle? Qu'est-ce que propose l'Union européenne? De faire des traités qui inscrivent encore davantage l'ordolibéralisme, c'est-à-dire le libéralisme conduit par des règles objectives, qui est cette loi d'airain qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, aucun pays ne peut avoir de politique qui ne soit pas de politique austéritaire. Si demain, et c'est là, je crois qu'il faut véritablement se focaliser, si demain nous réussissons, si demain nous, Confédération paysanne, nous, Attaque, nous, plus globalement progressistes, arrivons à convaincre nos concitoyens et que nous arrivions au pouvoir, ce n'est pas fait, eh bien, il faudra se heurter à un mur qui rendra totalement impossible les actions qui seront nécessaires parce que nous n'aurions aucun moyen d'agir sur le plan budgétaire, sur le plan monétaire, sur le plan fiscal. Et sur le plan social, ça a été démontré en quoi le libre-échange crée un dumping qui aboutit à la logique aujourd'hui de la loi Macron. Donc je pense véritablement maintenant que, j'espère que nous sommes plusieurs à penser, que le mouvement social doit arriver à acter ce fait qu'il y a ce problème-là qui existe. Que bien entendu, nous, les progressistes, nous, les internationalistes, nous sommes fait avoir parce que, évidemment, la rencontre des peuples, l'ouverture culturelle, la paix, la prospérité, tout ce qui nous a été vendu comme étant l'Europe, évidemment, pour nous, on y croit, et on y croit d'autant plus qu'on combat chaque jour pour ça, en fait. Et ben, c'est pas ça.
L'Union européenne, c'est autre chose, c'est complètement autre chose. Et maintenant, la seule chose que nous ayons à faire, ce n'est pas seulement de dire que l'Union européenne peut être réformée de l'intérieur, parce que ça, nous n'en avons ni les moyens ni la capacité, on n'y parviendra pas. L'Union européenne n'a pas à être réformée de l'intérieur. Il n'y a qu'une seule solution, me semble-t-il, c'est de faire changer la peur de camp. La peur est de notre côté. La peur du point de vue politique est de notre côté. Nous avons peur d'aller jusqu'au bout de notre volonté et nous n'osons pas aller jusque-là. Faire changer la peur de camp, ça veut dire à un moment être crédible et poser la rupture comme étant une question politique sérieuse sur laquelle nous voulons aboutir. Merci de votre attention. Bon, j'ai la tâche d'être la dernière intervenante avant le débat, donc je vais essayer de ne pas être trop longue, puisque en fait on s'était fixé un temps de débat qui n'a pas tout à fait été respecté par mes petits camarades, mais bon, je vais essayer moi de le respecter. Première chose, donc je suis Annie Coupé, j'ai été longtemps porte-parole de l'Union syndicale solidaire et à ce titre je connais, avec Morvan on se connaît bien. Je suis aujourd'hui là au titre du bureau national d'ATTAC qui m'a mandaté pour ce débat. Et je dirais que le débat m'intéresse d'autant plus que dans le cadre de mes responsabilités syndicales passées, j'avais par exemple participé à la manifestation organisée par la Confédération paysanne en 1993 contre l'OMC. J'ai aussi participé à la campagne contre le TCE en tant que porte-parole de Solidaire. Donc c'est des questions voilà, qui, comme tout le monde, je crois ici, sont complexes et sur lesquelles on a besoin effectivement d'espaces de débat et d'échange. Et je pense que sans doute on est ça marche plus, si. Voilà, on est sans doute dans une période où il faut retravailler ces questions en pensant aussi que peut-être que personne n'a la vérité absolue et les réponses absolues sur ces questions et qu'on a besoin d'échanger. Voilà. Alors, première chose que je voudrais dire, c'est qu'évidemment, on est dans un débat ni technique ni législatif, mais on est bien dans un débat politique sur finalement un débat stratégique sur quelle vision du monde nous avons et dans quel monde voulons-nous vivre en fait. Bon, je crois que ça c'est important de le dire et que de ce point de vue-là, ça ne concerne évidemment pas que les seules questions agricoles, même si c'est un élément important de quand on dit dans quel monde on veut vivre. Deuxième chose, si je partage évidemment beaucoup des critiques qui ont été faites dans les interventions précédentes de l'Union européenne, de sa construction, de son fonctionnement, peut-être je vais amener quelques nuances. D'abord, je ne suis pas sûre que dire comme ça que l'Union européenne, enfin qui ne s'appelait pas l'Union européenne en 1956, même si dans les textes il y avait déjà des orientations, et ce qu'elle est aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Je pense qu'il y a eu des processus d'accélération libéraux de façon très importante, à partir notamment de 86 et de 91. Mais d'où ça vient ? Est-ce que ça vient parce que, par définition, l'Union européenne et l'Europe seraient intrinsèquement libérales, ou parce que, effectivement, les gouvernements et les principaux des pays qui siégeaient et qui siègent à l'Union européenne ont porté ces politiques libérales ? Et je pense que ça, c'est quand même important de le rappeler. Et je voudrais simplement dire deux rappels en ce qui concerne la France. C'est quand même, parce qu'on a eu des gouvernements, entre guillemets, d'alternance et pas des gouvernements d'alternative, qui ont poursuivi l'accélération des politiques libérales au niveau français, mais aussi au niveau européen dans les décisions qui ont été prises à chaque fois. La France ne s'est jamais située en rupture avec les propositions qui étaient faites, que ça soit en 86, en 91 et évidemment ces dernières années. Je rappellerai quand même que c'est aussi sous Mitterrand que les politiques de libéralisation, notamment de la finance, ont été portées en France et aussi en Europe, et que, pour citer un autre exemple, c'est en 2012 avec François Hollande qui, dès le lendemain de son élection, alors qu'il avait prétendu le contraire dans sa campagne, évidemment, a ratifié le pacte de stabilité. Donc tout ça pour dire que quand on parle de l'Union européenne, c'est pas quelque chose de désincarné au-dessus de nous, c'est bien construit par les politiques des différents gouvernements français, européens, pardon, des différents pays, et en particulier par les plus importants. Donc ça, il me semble que c'est quelque chose d'important. Alors, à partir de cela, à partir de ce constat-là,
Qu'est-ce qu'on fait de cette situation dans laquelle on est, dont on connaît tous ici, et je pense qu'il n'y a pas besoin de développer là-dessus, des conséquences extrêmement négatives, que ça soit sur le plan social, sur le plan du partage des richesses, sur les questions écologiques, environnementales, etc., etc. Alors je pense que la première chose en tant que mouvements sociaux ici, c'est d'avoir une stratégie. Et je pense qu'effectivement, le dilemme dans lequel on a voulu nous enfermer, qui a été rappelé, c'est-à-dire soit on est des libéraux hyper modernistes, etc., et on est pour l'Europe, soit on est, je veux dire, des nationalistes et qui sont pour la préférence nationale et on est contre l'Europe. Je pense qu'effectivement, il faut sortir de ce dilemme. Et de ce point de vue-là, moi, j'ai repris la motion qui a été votée par la Confédération paysanne lors de son dernier congrès, je crois, ou assemblée générale. Et je trouve qu'il y a une phrase qui résume bien, qui dit « Nous voulons que ce commerce international, soit au service d'un projet politique autre que la guerre économique généralisée et la démolition de la démocratie. Donc le projet d'une agriculture assurée par une large base sociale de paysans partout en France et en Europe, de la relocalisation des productions, de la sortie des pesticides, celui d'une agriculture d'intérêt général tournée vers la satisfaction des besoins alimentaires de la population, redéfinie démocratiquement. » Et je trouve que moi, c'est intéressant parce que quand je disais que c'était évidemment un enjeu de société et de vision du monde, je trouve que c'est intéressant de partir de là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc j'ai dit, la première, pour moi, c'est d'avoir une stratégie. Évidemment, de refuser des politiques libérales avec tout ce que ça veut dire, de la guerre de tous contre tous, des dumpings sociaux et fiscaux, des dumpings écologiques aussi. Mais évidemment, là, ça fait partie du débat. En tous les cas, nous pensons côté attaque. En tous les cas, c'est ce qui a été notamment écrit dans un livre qui s'appelle « Que faire de l'Europe ?», porté par Attaque. C'est bien la question de nous ne pensons pas que le repli sur la nation, sur l'État français, soit la réponse. Simplement, et j'y reviendrai peut-être après, c'est est-ce qu'on pense que, par exemple, en France, la question des politiques libérales est réglée ? Je ne crois pas. Voir la situation politique dans laquelle on est, avec l'élection de Macron, le fait aussi que des forces, entre guillemets, de gauche se sont largement converties aux politiques libérales, et pas seulement ces dernières années, depuis longtemps. Et que ça, évidemment, c'est un problème en tant que tel. Est-ce qu'on pense aujourd'hui que le patronat français est prêt à revenir au pacte social des 30 glorieuses et de l'après-guerre? Et est-ce que le rapport de force permet ça? Je le dis simplement comme question pour dire que la réponse qui est de dire revenons à l'échelon national, c'est une réponse qui peut paraître comme ça facile, mais en fait, je pense qu'elle laisse ouverte complètement ces questions-là. Deuxième chose, évidemment, c'est deuxième axe d'intervention, c'est de dire il faut qu'on soit capable, les uns et les autres, là où nous sommes, là où on intervient, de faire un travail de déconstruction, de poursuivre ce travail de déconstruction des politiques libérales et de ce qu'est aujourd'hui la politique menée par l'Union européenne, son fonctionnement, etc., d'avoir un large travail critique, mais aussi à partir des différentes réalités ou des différentes thématiques que nous portons les uns et les autres, l'agriculture pour la Confédération paysanne, la casse du modèle social pour les syndicats, la question de la finance des paradis fiscaux pour Attaque, par exemple, ou bien d'autres questions. Donc ça, je pense que c'est important de faire ce travail, de revenir à ce travail, entre guillemets, d'éducation populaire dans tous les secteurs de la société par rapport à ça, et pour évidemment combattre le discours libéral qui nous dit qu'il n'y a pas d'autre solution que de poursuivre sur ce chemin de cette Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Troisième chose, c'est que je pense qu'il faut qu'on soit, et ça a été dit un peu par Gérard tout à l'heure, il faut aussi qu'on soit capable de formuler des propositions alternatives. Face au libre-échange, entre guillemets, je reprends ce que disait Gérard là-dessus, qui est pour moi la loi du plus fort, effectivement, qu'est-ce que nous, on pense comme devraient être les coopérations économiques, y compris à l'intérieur de l'Union européenne, mais y compris vis-à-vis du reste du monde, et notamment vis-à-vis des pays du Sud. Parce qu'un des enjeux aussi, c'est de remettre en cause le type de rapport économique qu'entretient aujourd'hui l'Union européenne avec un certain nombre de pays, et notamment les pays du Sud. Évidemment, les accords de libre-échange, mais ça, Frédéric en a largement développé, j'y reviens pas. Quelle serait notre conception d'un autre commerce international ? Quelle est notre conception de l'agriculture? Mais là, de ce point de vue-là, la Confédération paysanne a un certain nombre de propositions. Quelle régulation financière?
Par exemple, Attac porte l'idée, mais qui est une idée, je veux dire, voilà, dans le débat, mais sur lequel on n'a pas forcément d'ailleurs mené beaucoup de campagnes, sur l'idée de la taxation des produits importés au kilomètre. Qui vise à répondre à la fois aux enjeux écologiques, aux enjeux de relocalisation éventuelle, etc. Bon. Donc tout ça pour dire qu'on a besoin effectivement de rendre plus visibles les propositions qu'on a déjà, mais aussi effectivement de travailler sur des réponses sur lesquelles on est peut-être les uns et les autres et collectivement assez faibles. On porte aussi, un certain nombre de mouvements portent la question de droits sociaux européens. Je sais que, par exemple, les mouvements de chômeurs ont beaucoup travaillé sur ces questions-là. Bon, voilà. Donc, on voit bien qu'on a des propositions alternatives. Elles sont peut-être pas suffisantes. Sur un certain nombre de sujets, on est peut-être trop faible. Et donc ça fait partie, à mon avis, des chantiers qu'il faut avoir. Enfin, je dirais, c'est peut-être là le cœur du débat, c'est la réponse d'Attac, et pour essayer de sortir de ce dilemme dont je parlais au début, la réponse qu'on fait nous, c'est, en termes stratégiques, c'est de dire qu'il faut désobéir à l'Union européenne et à ses politiques libérales pour la reconstruire. Alors c'est peut-être là qu'il peut y avoir un débat, au vu de ce qui a été dit précédemment, mais encore que. Et ça veut dire quoi derrière ce terme-là ? C'est l'idée de prendre le risque politique d'une crise politique au niveau européen, mais qui soit une crise politique qui se porte en rupture avec des traités, avec des textes, avec des mesures portées par l'Union européenne aujourd'hui, mais qui mettent en avant effectivement la satisfaction des besoins sociaux et écologiques et du partage des richesses de la population dans l'ensemble de l'Europe. Donc il nous semble que ça serait important, et évidemment ça a à voir avec un débat qui a traversé plusieurs discussions auxquelles j'ai assisté ces 2 jours, qui est la question du rapport aux politiques. Mais en tout état de cause, ça serait l'idée d'obliger un gouvernement, alors c'est sûr que vous me direz, dans l'état du rapport de force actuel en France, par exemple, obliger le gouvernement Macron à rompre avec les politiques de l'Union européenne, on n'en est peut-être pas tout à fait là. Mais en tous les cas, c'est vraiment l'idée de porter qu'une rupture avec ces politiques libérales, c'est une rupture avec, effectivement, qui passe par la désobéissance que pourrait faire un gouvernement, entre guillemets, réellement progressiste ou réellement de gauche, vous prenez le terme que vous voulez, et qui pourrait passer, par exemple, par... je ne sais pas, redonner un poids à la Banque centrale pour financer le déficit public et la création monétaire, des investissements publics pour la transition écologique, la réduction du temps de travail, la redistribution des richesses, toute une série de choses comme ça, et qui seraient vraiment des mesures politiques prises par un gouvernement qui seraient en rupture avec l'Union européenne, et à ce moment-là provoquer une crise politique qui permettrait aussi à la France, à ce gouvernement éventuellement progressiste, mais aussi aux mouvements sociaux qui porteraient ces mesures-là, de travailler les opinions publiques, non seulement en France, mais aussi en Europe, parce que des mobilisations sociales en Europe, il y en a eu beaucoup, et il y en a beaucoup. Et pas seulement en France, il y en a eu en Grèce, même si elles ont été défaites, il y en a eu en Espagne, il y en a eu dans plein de pays, y compris dans les pays de l'Europe centrale. Et je pense qu'il serait important, s'il y avait une crise politique autour de la rupture par rapport au traité, etc., eh bien, on pense qu'on peut faire le pari que ça permettrait d'ouvrir des espaces, et ça permettrait effectivement peut-être d'aller jusqu'au bout de cette crise. Bon. Voilà, alors... évidemment, dire ça, c'est évidemment dire clairement qu'on veut un affrontement avec l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, qu'on veut un affrontement avec les institutions financières et les marchés financiers, et qu'on veut aussi un affrontement avec les bourgeoisies et les patronats, qui soient nationaux, européens ou les transnationales. Et je terminerai sur 3 choses rapidement. Évidemment, de dire tout ça, ça veut dire la question des rapports de force. Et je pense que la question des rapports de force, ça doit se poser à tous les niveaux. De la même façon, quand on discute de mobilisation, on dit qu'il faut des mobilisations au niveau local, au niveau régional, au niveau national et international. Je pense que sur ces questions-là, on doit se poser les choses de la même façon. Ça veut dire la question de tisser des liens avec les autres mouvements sociaux dans les autres pays et tisser de la solidarité quand il y en a besoin.
J'ai le souvenir, par exemple, qu'au moment de ce qui s'est passé en Grèce, etc., des mémorandums avec les conséquences absolument dramatiques, il y a eu des tentatives de faire un travail de solidarité qui continue. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple, etc. Mais je pense que c'est des moments où, effectivement, nous, mouvements sociaux qui voulons cette rupture avec ces politiques libérales, on doit être capable de faire ce travail-là. Et je dirais que la troisième chose, et c'est un peu, entre guillemets, ma conclusion immédiate, c'est que, évidemment, ce que je dis là, il n'y a aucune garantie, c'est un chemin difficile, et je ne peux pas vous donner une recette clé en main, mais en tous les cas, je suis vraiment persuadée, et je pense que côté attaque, on voit les choses comme ça, c'est-à-dire que pour sortir de cette espèce de truc binaire dans lequel on a voulu nous enfermer, je crois qu'on doit réaffirmer des valeurs de solidarité, des valeurs internationalistes, mais ce qui veut dire aussi qu'on doit penser notre action au-delà des frontières. Et que l'idée de revenir à ce qui serait un cadre national qui permettrait ce rapport de force, je pense qu'on n'est plus il y a 50 ans. Et c'est aussi une réalité. Et qu'il y a aussi la question de la crise écologique qui ne peut pas se résoudre simplement à l'intérieur des frontières nationales. Voilà, j'espère. Bon, j'étais aussi un peu plus longue. Juste une toute petite remarque pour rebondir sur ce que tu as évoqué en dernier lieu, sur la crise écologique et la question de ce que tu avances, hein, la nécessaire approche multilatérale du problème. Je fais vite parce qu'on a une demi-heure pour discuter ensuite. Mais il y a un cas intéressant, il y a eu un cas assez intéressant de la façon, qui illustre la façon dont quelquefois une approche unilatérale finalement peut être extrêmement vertueuse et diffusée dans l'ensemble de l'Union européenne. Il y a quelque temps a été interdit un pesticide, le diméthoate, auquel d'ailleurs interdiction à laquelle nous on a largement participé, Confédération paysanne, un pesticide très toxique dont l'utilisation avait énormément augmenté en lien avec l'apparition d'un insecte nouveau en production fruitière. Et on a obtenu assez étonnamment du ministère de l'Agriculture, non seulement l'interdiction du produit, ça c'était relativement facile à faire, étant donné le danger auquel il exposait la population et les paysans, mais on a obtenu un accompagnement financier d'autre part, mais surtout, c'était une revendication centrale qu'on avait portée, on a obtenu l'activation d'une espèce d'un alinéa microscopique du TFUE qui autorise, dans des conditions très particulières que je ne vais pas détailler, qui autorise les États à restreindre la libre circulation des marchandises en Europe. Et en l'espèce, la France a interdit l'importation de cerises en provenance de pays qui autorisaient encore le diméthoate. C'était au printemps 2016. Une mesure protectionniste, littéralement, autorisée dans des conditions très particulières par le droit européen. Alors à l'époque, quand même cette démarche était légale et autorisée par le TFUE, des commentateurs libéraux nous sont tombés dessus en disant mais vous allez déclencher une guerre commerciale, ça y est, on est à l'aube de la Troisième Guerre mondiale, grosso modo. Hein. Et il s'est passé exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'en l'espace de 6 semaines, les 2 tiers environ des pays producteurs de cerises en Europe ont interdit à leur tour le diméthoate, pour diverses raisons, mais notamment pour garder l'accès au marché français. C'est une illustration de ce que une approche unilatérale, même si elle peut... bref, elle peut être vertueuse aussi. Voilà, débat, effectivement. Oui, alors je suis ravi d'entendre la Confédération paysanne s'attaquer au dogme du libre-échange. Ça va être un combat long et difficile. Il faudra des alliés solides. Apparemment, il y en a déjà autour de la table, c'est très bien. Mais on peut aussi trouver des alliés institutionnels un peu surprenants. Je pense à l'avis du Conseil européen des régions, avis qui a été donné à la Commission européenne sur la réforme de la PAC post-2020. Donc, où notamment, le Conseil européen demande de modifier les règles du commerce international agricole de 1994 dans le sens de relations commerciales plus justes et plus solidaires.
Donc c'est développé en 80 points, c'est très intéressant. Et peut-être une précision sur le Conseil européen des régions, c'est une assemblée de 350 personnes nommées par les différents gouvernements. Et il y a 24 membres par la France. Ce sont principalement des élus régionaux. Donc ce sont quand même des élus d'un certain niveau qui prennent cette position. Oui, bonjour. Moi, je suis Claire Laval, viticultrice en Gironde. Je remercie Frédéric Vial et Morvan Burel pour la clarté de leurs propos. Je voudrais, moi, rajouter une notion qui me semble très importante. C'est celle de France périphérique, qui a été développée par Christophe Guilly, et qui en fait montre qu'il y a en France, comme dans plein d'autres pays d'ailleurs, une partie de la population qui bénéficie de la mondialisation, et puis une partie qui est complètement périphérique, rejetée à la périphérie, et qui profite absolument pas de la mondialisation. Or, c'est vrai que l'Union européenne est vraiment le bras armé de cette mondialisation, et il est quand même intéressant de constater que dans cette France périphérique, les paysans en font partie d'une façon tout à fait majoritaire. Donc la question, c'est aussi de ne pas laisser la place, d'occuper cet espace, de préempter je veux dire, ils font partie de la France périphérique, ils sont souvent anti-mondialisation pour beaucoup d'entre eux, et ils ont raison. Et la Confédération paysanne, plutôt que de laisser la place, enfin moi c'est le sentiment que j'ai depuis longtemps, de laisser la place à la coordination rurale, au FN, eh bien il y a quelque chose à préempter là, il y a une idée juste des paysans, et on n'est pas suffisamment présent, parce que ce débat qui commence aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on aurait, bon ben, tant mieux, hein, bravo de l'avoir mis en place, mais ça fait longtemps qu'il devrait exister. Voilà. Donc il faut vraiment l'approfondir, parce qu'il y a là un enjeu qui est absolument fondamental. Vous attendez plusieurs questions pour répondre ? Donc je m'appelle Claire Durand. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est quel impact avoir sur les consciences, parce qu'on est encore dans une démocratie. Et qu'en fait, il me semble, dans une démocratie, ce qui compte, ce sont les consciences, les personnes qui vont voter. Moi, j'essaie de comprendre les résultats des élections. Si vous avez des réponses, vous pouvez me les donner. Et il me semble qu'en fait, la supercherie de l'idéologie néolibérale, c'est qu'elle se base sur le principe de liberté. Et il me semble que lutter contre ça, c'est très difficile. Bon. Comment peut-on lutter contre le principe de liberté? Alors là, je fais un raccourci, hein, mais je fais un raccourci qui me paraît intéressant. Est-ce que quand on s'attaque à ce système-là, en fin de compte, pour la plupart des consciences, est-ce qu'on ne s'attaque pas au sacro-saint principe de liberté? Donc est-ce qu'une piste, ce ne serait pas de redéfinir ce que pourrait être notre liberté dans un autre système que le système libéral? Moi, je voudrais simplement revenir sur une chose qu'on entend quand même assez souvent, de la même manière qu'on entend l'habituelle ancienne, que si on veut sortir de l'Europe, alors forcément c'est parce qu'on est un gros nationaliste et qu'on ne voit pas plus loin que le bout de son Troisième Reich. En fait, il y a aussi un truc qui paraît quand même assez faux. Enfin, je ne suis pas la seule à le dire, je m'appuie sur ça, je m'appuie pour ça sur un certain nombre d'historiens, c'est que l'Union européenne et auparavant la communauté de l'acier en 1957 n'ont pas du tout été faites pour garantir la paix en Europe, elles ont été faites pour lutter contre l'avancée du communisme. Donc il n'est pas du tout garanti que l'Union européenne nous protège contre la guerre. D'ailleurs, le libre-échange est probablement la continuation de la guerre par d'autres moyens, par les élites contre les pauvres. Donc je ne vois pas du tout en quoi l'Union européenne nous garantit contre la guerre. Et je ne vois pas non plus très bien
comment, je suis tout à fait internationaliste moi aussi, je pense qu'on est nombreux dans ce cas. Par contre, il me semble que le niveau national reste quand même un niveau où on a davantage de leviers dans un cadre où le rapport de force nous est effectivement défavorable. Il me semble que le niveau national, c'est quand même là où on a le plus de leviers par rapport au niveau européen, où là, on en a vraiment peu. Je ne sais pas trop comment le dire, mais j'ai participé à un certain nombre de luttes qui ont été évoquées. Je suis militant d'attaque. Mais il y a une chose qui me gêne, une interrogation que je me pose toujours. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos ennemis, pas ceux qui... d'un certain nombre de gens. Qu'est-ce qui fait culturellement, changement de mœurs et tout ça? Des gens se sont laissés contaminés par les idées libérales. Et je pense qu'on n'a pas assez réfléchi là-dessus, c'est difficile. Je regrette de n'avoir pas pris des notes pendant toute mon existence sur le fait que telle idée me paraissait très juste à 25 ans, ne l'était plus à 30, enfin moins, attaquée, je la retrouve après, etc. Mais je pense que, je ne sais pas comment dire, mais il y a un aspect, je vais dire culturel, pour aller vite, qui me gêne. Vous pouvez peut-être commencer. Oui, non, juste parce que je pense qu'on tourne un petit peu autour du pot et je remercie vraiment Frédéric Vial pour la clarté et la pertinence. J'espère qu'il a convaincu Gérard Chauplin, mais je ne suis pas sûr. Mais je crois que ce qu'il a vraiment bien posé, c'est quel est l'espace de souveraineté pertinent pour changer les choses. Je crois que c'est à ça qu'il faut réfléchir. Est-ce que c'est l'espace européen? Est-ce que c'est l'espace mondial? Est-ce que c'est l'espace régional? Est-ce que c'est l'espace national? J'ai l'impression que, encore actuellement, l'espace national est l'espace qui est le porteur de plus de démocratie. Ça peut évoluer, ce n'est pas un dogme qui est posé une fois pour toutes, mais je crois que pour l'instant, la majorité des gens se retrouvent dans cet espace comme l'espace susceptible de modifier les choses pour aller plus loin. Oui, bonjour. Moi, sur le meilleur espace politique et administratif qui puisse exister, moi, il me semblait que plus d'Europe pouvait être intéressant pour justement faire en sorte qu'une Europe démocratique puisse exister. Pour exemple, ce que j'ai vécu moi ces dernières années, localement ici en Nouvelle-Aquitaine, pendant les élections régionales, on a rencontré le candidat qui est aujourd'hui président de la région, là, Alain Rousset, Réseau Impact, Confédération paysanne sur nos problématiques syndicales et paysannes, et il nous a dit vous êtes souverainiste. Ce qui me gêne chez vous, c'est que vous êtes souverainiste. Même quand on leur parle de souveraineté alimentaire, même quand on leur parle de limites physiques de la planète, etc. Alain Rousset nous a répondu texto comme ça, comme s'il était à 1 mètre de moi. Et il m'a dit « Vous êtes souverainiste, c'est un problème ». Alors là, on tombait de cul. Là, on était quand même assez secoués parce qu'il ait cette courte analyse politique et économique, ça nous a désarçonnés. Et aujourd'hui, on voit bien la politique qu'il veut mener, d'ailleurs. Très export. Mais c'est dommage, quoi. Alors qu'il y a quand même des choses à inventer, il y a des choses à faire. Et on attendait d'un gars de gauche qui puisse être innovant. C'est difficile. Avec beaucoup de guillemets, c'est ça? Tout le monde les a sentis passer. Encore une. On répond peut-être déjà Ouais, je sais pas. Je sais pas, on a jusqu'à quelle heure? Parce que ça dépend. Jusqu'à 20. Oui, une toute petite intervention sur un sujet un peu décentré par rapport à ceux qui viennent d'être abordés. Il me semble moi aussi que l'Europe, c'est un échelon indispensable et qu'il y a des dossiers qui ne peuvent pas être traités autrement qu'à l'échelle européenne. La gestion de la faune sauvage, on ne va pas gérer les oiseaux au niveau de la France, de la Belgique ou du Luxembourg. Les oiseaux, ils passent d'un pays à l'autre. Et les oiseaux, d'ailleurs, on en a besoin pour une agriculture un petit peu écologique, puisque la plupart d'entre eux se nourrissent d'insectes. Donc ça concerne aussi les problèmes agricoles. Donc il y a des domaines sur lesquels on ne peut pas s'en tenir à l'échelon national, parce qu'à l'échelon national aussi, on est en proie à un certain nombre de lobbies qui veulent imposer leur façon de voir, le lobby de telle ou telle corporation, le lobby de telle... C'est un petit peu plus facile de les combattre à l'échelon européen. Il y a une directive européenne qui s'appelle Natura 2000,
qui donne des outils pour protéger un certain nombre de milieux, y compris des outils aux agriculteurs, en permettant d'avoir des subventions, de pouvoir avoir les moyens financiers de gérer tel ou tel milieu naturel. Ça n'existerait pas, ou ça n'existait pas au niveau national. Donc l'Europe, on peut la critiquer, mais il y a vraiment des niveaux où c'est indispensable. Et c'est souvent quelque chose qu'on oublie, hein, la gestion des milieux naturels ou de la faune. Ça fait aussi partie de la société qu'on souhaite avoir un petit peu plus écologique. Oui, je voudrais revenir aussi sur un élément qui a été évoqué par plusieurs des intervenants. C'est la définition en termes explicites d'un projet qui serait un projet pour aller vers quelque chose qui soit ni le protectionnisme et le nationalisme, ni l'adhésion à un projet libéral, quelque chose d'autre. Et il me semble que si on voulait rencontrer l'adhésion d'une majorité politique, quelle que soit l'échelle, que ce soit à l'échelle régionale, nationale ou à l'échelle européenne, on le fera sur la base d'un projet pour quelque chose. Donc l'urgence pour moi, c'est définir pourquoi sommes-nous pour aller vers quoi, quel projet, quelle France, quelle Europe, quel espace et quels échanges. On va peut-être commencer à répondre ou peut-être en partant de cette dernière remarque. Il me semble que le protectionnisme, ça peut tout à fait être une valeur pour. Au contraire. Et d'ailleurs, à cet égard, je pense que la Confédération paysanne est protectionniste. Lorsque la Confédération paysanne défend la perspective de relocaliser les productions au plus près des lieux de consommation, c'est une perspective protectionniste. Il n'y a que le matraquage idéologique auquel on est soumis à longueur de journée qui puisse soutenir que l'idée de protéger la diversité de nos agricultures, la santé de nos écosystèmes, puisse être une logique négative. Il me semble que viser l'affranchissement des pesticides qui sont un des premiers outils d'autodéfense des paysans dans la guerre économique généralisée à laquelle ils sont soumis, c'est une valeur positive. Ça passe probablement par un certain nombre de mesures aux frontières pour éviter que les surcoûts liés à l'affranchissement des pesticides ne suscitent finalement l'effondrement de l'économie de nos agricultures et leur remplacement par une offre importée. Bon, je ne vais pas répondre à tout, on va sans doute se partager un peu les réponses comme ça. Sur la première intervention, sur le Comité européen des régions, je suis bien placé parce que c'est moi qui ai écrit en grande partie les textes. J'étais l'expert du Comité des régions auprès du rapporteur qui est un Vert, vice-président de la région, que je ne me trompe pas, les nouvelles régions Occitanie. Et c'est lui qui a été nommé rapporteur, il m'a demandé d'être son expert, donc c'est moi qui ai écrit le texte et qui a proposé le texte. Et en fait, ça a été un petit peu amendé, à mon grand étonnement. Ça a été un petit peu amendé. Il y a eu en tout, entre commission et plénière, autour de 200 amendements. Ils m'ont dit que ce n'était pas si important que ça. Et même la droite, même les élus régionaux des chrétiens démocrates ont fait des plaidoyers, ouvert des discours pro-régulation des marchés lors de la commission et de la plénière. Et ils ont laissé passer le texte que j'avais proposé sur la remise en cause des règles du commerce international. Et ils ont aussi laissé passer un truc qui est important par rapport à ce qu'on disait, c'est d'avoir la transparence totale des marges dans tout le circuit agroalimentaire, ce qui serait une vraie révolution. Eh bien, il n'y a pas eu d'amendement, en tout cas, qui est passé pour le contrecarrer, ce qui veut dire qu'il y a quand même un peu d'espace. Il y a eu beaucoup d'amendements rajoutés par Pierre-Paul, mais on a réussi à un peu court-circuiter les amendements, si bien qu'ils ont voté tous nos 31 contre-amendements en plénière, à mon grand étonnement. Mais ce qui veut dire aussi qu'il y a de la marge. En tout cas, les élus régionaux, ils sont assez sensibles à ce qui se passe aussi dans les campagnes, et notamment avec toutes les grandes crises sectorielles qu'il a pu y avoir, et donc ils sont peut-être plus sensibles que des élus nationaux. En tout cas, si vous souhaitez consulter cet avis, il est sur le site du Comité des régions, et il y a une plaquette qui va résumer, et notamment qui va retirer la substantifique moelle intéressante de ce texte, qui est
qui est seulement un avis auprès des institutions européennes, mais qui pèse aussi dans le débat. Mais ça veut dire qu'il y a quand même des marges de manœuvre, même auprès de la part des élus régionaux. Et c'était intéressant aussi de certains partis auxquels on s'y attendait pas. Concernant la question de la paix, moi je maintiens ma position, mais il faut assez de recul historique. Et c'est vrai que, bon, peut-être que les plus anciens en ont un peu plus, mais j'ai dit il y avait 3 moteurs. Hein, donc le moteur du bloc face au bloc communiste, c'est un des moteurs, donc qui s'est cassé en 89 et qui n'a pas été remplacé par un autre. Mais le moteur de la paix, je pense que c'est très important et que moi je pense que rien que pour ça, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de travailler ensemble et de vivre ensemble et de façon solidaire entre les pays. Et parce que, rappelez-vous, la Yougoslavie, avant 91, ils vivaient aussi bien en paix et ils ne s'attendaient pas à s'entretuer le lendemain. Et bon, voilà, donc je pense que ça reste très important. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ? Oui, la question, bon, j'ai essayé d'y répondre à ma façon. C'est vrai que la question la plus importante, un peu ce qui ressort de tout ça, c'est effectivement quel est l'espace le plus pertinent de notre action ou de ce qu'on veut. Et moi, je pense qu'il faut travailler sur tous les espaces en même temps, mais que se replier sur le précaré national, ça ne va pas faire avancer les choses. C'est pas plus réaliste de dire qu'on va changer au niveau français qu'on va changer au niveau européen. Et il y a des choses qui peuvent changer. Il y a des traités qui ne sont pas respectés. Quand c'est l'Allemagne ou la France qui ne respectent pas les traités, on les laisse faire. Et si c'est la Grèce qui ne respecte pas les traités, suivant le rapport de force à l'intérieur de l'Union européenne. Le traité budgétaire, ou comment il s'appelle, le traité budgétaire, le TSCE, il a été adopté en 6 mois. Hein. Ça veut dire qu'en 6 mois, on peut aussi développer un autre traité et casser les traités. Les traités fondateurs de l'Union européenne, ils sont pas si vieux que ça, ils n'ont pas 1000 ans, et on peut très bien faire d'autres traités. Et les mouvements sociaux, ils existent aussi partout. Et moi, j'ai travaillé avec donc, des mouvements paysans et d'autres dans toute l'Europe. Et il suffirait, par exemple, avec les 2 pays, France et Allemagne, si les deux gouvernements France et Allemagne tapent du poing sur la table et disent on veut d'autres règles que le libre-échange, et ben tous les autres seront obligés de s'y mettre. Hein. Oui, mais oui, mais oui, non. Eh bien oui, mais c'est pour pouvoir modifier l'Union européenne. Voilà. Et, oui. Bah, oui. Bon. Et comme on a très peu de temps, je vais laisser la place aux autres. Tout à l'heure, Annick a conclu son intervention en disant qu'on était là pour débattre, pour essayer de trouver des solutions ensemble. Et c'est véritablement là l'intérêt de ce débat que nous avons aujourd'hui et de ce qui se démarre maintenant. C'est véritablement parce que je pense que personne d'entre nous n'a de solution complètement arrêtée, complètement blindée, surtout puisque, effectivement, ça a été dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de problèmes qui dépassent très largement les frontières. Donc l'idée de dire que puisqu'il y a des problèmes qui dépassent les frontières, l'exemple des oiseaux a été donné tout à l'heure, mais on peut parler aussi de l'exemple de la finance. Hein, je veux dire, il y a des problèmes qui sont au-delà des frontières. Donc l'intuition qui consiste à dire que puisque les problèmes sont globaux, les solutions doivent être globales, c'est une intuition qui est quand même extrêmement intéressante. Le seul problème, me semble-t-il, et c'est ce en quoi, effectivement, la question devient intéressante, c'est comment est-ce qu'on fait face à la réalité concrète d'aujourd'hui, qui est le fait qu'on a, au niveau de l'Union européenne, quelque chose qui fonctionne comme un piège, et qui fonctionne comme un piège qui va systématiquement, et parce qu'il est fait pour ça, dans le sens d'un plus grand libéralisme. D'où la question qui est en effet absolument centrale, qui est celle de l'espace pertinent, pour l'espace politique pertinent pour déployer nos mobilisations. Tout à l'heure, lorsque je terminais en disant il faut que la peur change de camp, je voulais dire très précisément que nous sommes, nous, mouvements sociaux, citoyens, citoyennes, engoncés dans une peur, puisqu'il y a des menaces qui arrivent de partout. Et dès qu'on commence à dire il faut rompre avec le système, on nous dit ça ne va pas être possible, ça ne va pas être possible, il va y avoir, soit vous êtes des nationalistes, soit vous allez
occasionner le déclenchement de quelque chose d'encore plus grave, ouvrir la boîte à Pandore, etc., etc., etc. Eh bien, là, véritablement, lorsqu'on commence à dire, sans qu'il soit nécessairement question de dire qu'on va promouvoir le niveau national seulement, mais lorsqu'on commence à dire, là, on rompt avec un certain nombre de choses, eh bien, on commence à être pris au sérieux. Et là, on commence effectivement à envisager que les choses changent. Si simplement on dit, on va faire en sorte de se mobiliser à un niveau qui n'est pas accessible pour nous pour que change l'Union européenne, alors là, on ne menace rien ni personne et on ne contribue pas à faire changer le rapport de force. C'est pour ça que on doit, à un moment donné, le mouvement social, me semble-t-il, doit poser très sérieusement la question des ruptures. Non, mais rapidement, une des premières interventions tout à l'heure, c'est parler des travaux sur les périphériques et tout. Bon, je veux juste dire que c'est quand même assez contesté, hein, c'est-à-dire que, y compris par exemple si on parle des agriculteurs, je ne suis pas sûre que, et je pense même le contraire, que tous les agriculteurs sont à mettre dans le même sac. Il me semble qu'il y a aussi, entre guillemets, une certaine lutte de classe au sein des agriculteurs. Bon, voilà. Mais juste surtout, c'est que je rappelle qu'on s'oppose à la mondialisation et qu'on est altermondialiste. Enfin, c'est... Je veux dire, notamment le mouvement altermondialiste qui s'est développé, notamment autour des forums sociaux mondiaux, mais plus largement. Donc on est altermondialiste, c'est-à-dire qu'on s'oppose à la mondialisation, mais on est pour un autre type de mondialisation, avec toutes les questions ouvertes dont on a parlé et sur lesquelles on n'a pas forcément des réponses partout. Deuxième point, c'est évidemment la bataille contre le libéralisme. On a perdu la bataille sur les mots. C'est-à-dire que nos adversaires ont récupéré les mots. Et de ce point de vue-là, je pense que pour les mouvements sociaux, il y a une bataille pour l'hégémonie culturelle au sens où Gramsci le disait ou d'autres, etc. Mais je pense qu'on a besoin de reconstruire une hégémonie culturelle sur nos mots et ne plus les laisser approprier par les autres. Bon, je ne vais pas plus loin là-dessus. Dernière chose, et je pense que c'est un peu tout le débat. Alors si, sur la question du protectionnisme, je pense que, en tous les cas, moi je ne dirais pas qu'il ne faut pas de protection. Je suis pour la protection sociale, je suis pour les normes sanitaires, pour la protection des consommateurs, etc. Donc on peut être d'accord entre nous pour dire qu'il faut construire des protections par rapport aux besoins des populations, aux besoins sociaux, aux besoins écologiques, etc. Bon. Après, c'est comment on traduit ça dans des mesures douanières, financières, etc., pour que ça soit des mesures qui ne rentrent pas, et là je le pose en interrogation, dans une guerre commerciale avec les autres pays, avec les salariés des autres pays, etc. Et je pense que c'est un des points de difficulté qu'on a aujourd'hui dans notre réflexion. C'est-à-dire que le type d'économie aujourd'hui, et les multinationales sont là pour ça, font du dumping généralisé sur l'ensemble de la planète. Mais je rappelle que le dumping, il est aussi à l'intérieur de la France, par exemple, entre les donneurs d'ordre et les cascades de sous-traitants. Voilà, je ne développe pas là-dessus, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que la question du dumping, ce n'est pas seulement entre les pays, c'est à l'intérieur même des pays, et c'est évidemment mené par des multinationales, des grands groupes, etc. Donc c'est pour ça que je pense que, quelle que soit la conclusion auxquelles on arrive les uns les autres, et qui peuvent être un peu différentes, c'est que ces questions-là, je pense qu'on ne les réglera pas à l'intérieur d'un seul pays. D'où l'idée effectivement de rupture, au moins il semble qu'on puisse avancer là-dessus avec les politiques libérales, mais surtout c'est comment on construit ce que j'appelle moi les solidarités et les coopérations progressistes, pour prendre ce terme-là. Bon. Et c'est ça le chantier, je pense, qu'on a les uns et les autres, au-delà des nuances qu'on peut avoir dans ce débat. Alors justement, pour prolonger ce que tu viens de dire, Annick, construire des solidarités, remettre en question le libre-échange au travers de solidarités à l'intérieur de l'espace néolibéral dans lequel on est inscrit, ça me donne une idée. Je crois voir, alors avec le contrôle, avec la lumière dans la gueule, je vois pas bien. Je me demande si c'est pas Federico là, du SOC qui est là, le syndicat des ouvriers agricoles espagnols, qui fait partie du Via Campesina comme nous. Je me disais que dans la perspective de ce qu'on est en train de discuter là, comment est-ce que tu recevrais l'idée, par exemple, si on menait une action dans la perspective d'éducation populaire et d'éveiller les consciences au fait que l'idée de protection n'est pas la signification diabolique que les néolibéraux, à laquelle les néolibéraux essaient
d'y attacher. Qu'est-ce que tu penserais de l'idée d'une action conjointe, d'une campagne qui consisterait à réclamer un prix d'entrée, par exemple, des biens, des fruits et légumes espagnols sur le territoire français, en mettant en exergue le fait que ce qui permet de si bas prix et la destruction et l'accaparement des marchés par l'agriculture productiviste espagnole sur le territoire français est fondé sur l'exploitation des travailleurs en Espagne, et qu'en fait, avec l'imposition d'un prix minimum d'entrée sur le territoire français, alors il y aurait pour les travailleurs agricoles espagnols des marges décuplées de lutte pour le niveau de la rémunération. En fait, il me semble que tu parles super bien français, mais peut-être que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisés. Voilà. Non, et ça veut dire, nous sommes à l'intérieur de Via Campesina, on travaille dans les groupes de travail, les collectifs, parce qu'on a ces contradictions à l'interne de salariés agricoles, de petits paysans qui ont des salariés, qui entrent dans l'exploitation dans le même pays. L'histoire de la souveraineté alimentaire, quand on parle de la souveraineté alimentaire au niveau du continent, c'est-à-dire on ne laisse pas rentrer les produits du Maroc qui est à 300 km, mais on a les droits, je parle de l'agriculture andalouse, on a les droits d'exporter à la Russie, au Danemark, comme ça, ce sont des milliers de kilomètres. Il y a des contradictions énormes. Et je crois que nous sommes dans le groupe de travail, dans l'idée c'est-à-dire, on est pour un autre modèle d'agriculture locale, sans exploitation, sans l'obligation de migrer d'un pays à un autre, mais on vit dans un monde en transformation et on a une réalité, comme on disait, du commerce international des produits qui est fondé sur l'exploitation de la main-d'œuvre, non? Et qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on arrive à l'utopie? Et on a des projets ensemble entre des syndicats et groupes, par exemple en Allemagne, en Suisse et en Andalousie, au sud de l'Italie, pour mettre en question et pressionner, faire des stratégies pour pressionner à travers les consommateurs suisses, allemands, pressionner les supermarchés parce qu'ils sont en train de vendre des produits qui sont issus de l'exploitation de main-d'œuvre, des dégâts environnementaux. C'est-à-dire, on a des stratégies européennes, même internationales, en même temps qu'on développe de lutte locale. C'est-à-dire qu'on ne parle pas, je ne sais pas, par exemple, quand on parle de ce qui se passe à Almeria, en Andalousie, au sud de l'Italie, la réaction des consommateurs européens, c'est direct. On va faire un boycott. On va organiser un boycott. On n'achète plus de produits d'Almeria, de la Sicile, comme ça. Et nous, on dit non, c'est pas celle-là la solution. Parce que si vous n'achetez pas à Almeria, vous allez acheter au Maroc, en Tunisie, à Israël, je ne sais pas. Ce n'est pas le problème de focaliser dans un territoire concret ou dans une situation, mais de mener une stratégie à la fois locale, européenne, internationale. Et pour nous, c'est clair que nous, on travaille avec des migrants de toute la planète. Pour nous, c'est la stratégie de mettre en cause le système productif, le système capitaliste dans tout le territoire et les systèmes. Bon, on est obligé de terminer parce qu'il y a un autre débat derrière. Donc merci à tous. Si vous voulez continuer le débat parce que vous êtes sûrement frustrés, il y a l'espace qui est juste là derrière où vous pouvez le continuer ensemble, éventuellement avec les intervenants s'ils veulent bien vous suivre. Mais je vous laisse le mot de la fin quand même. Bon, je vais céder le mot de la fin à Morvan. Oui, merci. Donc extrêmement rapidement, ce que j'ai, donc tout est fini. Moi, je voulais juste dire, en réponse à toutes les questions qui ont été faites, et donc en vrac, ça va peut-être surprendre compte tenu de ma position de syndicaliste douanier, mais moi, je ne pense pas, et je vais être en petit désaccord avec Manu, mais en désaccord, je dirais, théorique. Moi, je ne suis pas pour le protectionnisme en tant que valeur. Pour moi, il faut que ce soit très clair. Je pense par contre que c'est un outil indispensable, un outil pragmatique si on ne le pense pas et si on ne pense pas à tout niveau, y compris en Europe, puisque c'est le sujet du débat, on sera toujours court sur le comment faire. Et je pense que c'est aujourd'hui là-dessus que le mouvement social est en train, à mon avis, d'achoper. C'est qu'on sait quoi faire. Je pense qu'on a beaucoup d'idées sur
quoi faire et pourquoi le faire. Par contre, si on n'introduit pas comment le faire, et si donc on ne met pas en perspective la nécessité de prendre des instruments de régulation commerciale, je pense qu'on restera dans le vide. Et je pense que les classes populaires dont parlait l'intervenante tout à l'heure en parlant de la France périphérique, je pense qu'ils nous le reprocheront, et je pense qu'aujourd'hui c'est ce qu'ils nous reprochent. Donc je pense que c'est ça aujourd'hui qui est important. On a beaucoup parlé d'espace, de souverainisme, etc. Je pense qu'aujourd'hui la question qu'il y a derrière, c'est celle effectivement de la souveraineté. Et cette souveraineté, c'est quoi? C'est comment faire. Il ne faut quand même pas oublier, évidemment, on ne parlera pas de souverainisme qui est en soi une idéologie qui n'a rien à voir, mais la souveraineté, c'est quand même un mot positif qu'on peut évidemment opposer à ce dont la camarade parlait tout à l'heure en disant qu'est-ce qu'on met comme idée positive par rapport à la liberté? On peut mettre la souveraineté. Pour oublier que la démocratie, c'est la souveraineté qu'exerce le peuple, et ça en soi, c'est une idéologie qui est évidemment positive, puisque si on n'a pas de souveraineté, la démocratie n'existe pas.